Bonjour, voici un nouveau cours sur l'imagerie digestive qui va concerner cette fois-ci l'abdomen aigu. Alors, les objectifs de ce cours seront de préciser les indications des radiographies standards, des examens barités, de l'échographie, de la TDM en urgence, c'est-à-dire qu'on va passer en revue les différents moyens d'exploration disponibles et on va voir les indications de chacun. Donc ça, c'est à connaître. Deuxièmement, il faudra reconnaître les incidences radiologiques de base en urgence. Quelles sont les incidences à réaliser? Quel est le rapport? Et puis, il faut savoir décrire la sémiologie des urgences abdominales avec les principales étiologies. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Donc, après l'introduction, on va voir les moyens d'exploration existants, puis les différentes pathologies. On commencera par les épanchements intrapéritonéaux, qu'ils soient gazeux ou liquidiens, en voyant la sémiologie de chacun. On va voir les occlusions intestinales qui constituent un chapitre important de l'abdomen aigu, en détaillant les occlusions organiques et les occlusions fonctionnelles. Puis on passera en revue les autres causes d'abdomen aigu non traumatiques et on verra à la fin les traumatismes abdominaux. Donc, les douleurs abdominales aiguës non traumatiques constituent presque le quart des admissions d'un service d'urgence. Les causes de ces douleurs sont très variées. Les hypothèses diagnostiques sont faites à partir du siège de la douleur, de la fréquence, de l'étiologie et des différents signes associés qu'il faut rechercher. Alors la clinique, bien sûr, seule est malheureusement insuffisante parce qu'on identifie entre 25 et 50% d'erreurs sur la clinique seule, d'où l'intérêt de l'imagerie qui est indispensable pour le diagnostic positif de cet abdomen aigu et de ses différentes étiologies. Alors quels sont les moyens d'exploration qui existent? Donc on a les radiographies standards, on va voir qu'elles sont quand même utiles dans le cadre de l'urgence. Bien sûr, l'échographie qui reste un examen disponible, peu coûteux et facile à réaliser. Le scanner, les opacifications digestives, bien qu'actuellement elles trouvent de moins en moins de place dans la prise en charge de l'abdomen aigu. L'angiographie, quant à elle, bon, elle est surtout à visée thérapeutique, donc le but diagnostique reste là encore remplacé par les nouvelles techniques, notamment l'angioscanner qui est plus simple à réaliser, plus disponible et bien sûr moins invasif. Alors, nous commençons par les radiographies standards. Donc, les différents clichés qu'on peut réaliser dans le cadre de l'urgence, c'est d'abord la radiographie thoracique de face debout. Quand l'état du patient le permet, cela va nous aider à rechercher la présence d'un pneumopéritoine. On va voir ce que c'est, quelle est sa sémiologie. Va permettre de dépister une pleuropneumopathie basale, donc là encore qui peut être responsable de cette douleur et donc constituer un diagnostic différentiel. Et bien sûr, cette radiographie peut être utile comme cliché préopératoire pour les patients qui devront bénéficier d'un acte chirurgical pour leur prise en charge. Alors ça, c'était pour la radiothorax. Deuxième radiographie à réaliser dans l'urgence, c'est l'abdomen sans préparation. Alors comment on va réaliser cet examen? De différentes façons possibles. D'abord, il y a l'ASP de face debout, là encore quand l'état du patient le permet, avec un rayon horizontal qui est centré sur l'ombilic. Ce cliché va nous permettre de rechercher des niveaux hydroaériques. Deuxième cliché, patient allongé, donc en décubitus dorsal, c'est un cliché de face avec un rayon incident qui est vertical, centré sur l'ombilic. Cela va permettre d'étudier la répartition des anses digestives et le plissement de leur muqueuse. Troisième type d'incidence, ce sera l'incidence de face avec un patient allongé en décubitus latéral. Le rayon est horizontal, toujours centré sur l'ombilic. Ceci est un examen complémentaire qui peut nous aider pour rechercher des niveaux hydroaériques quand le patient ne peut pas se mettre debout. Donc ça, c'était pour les différentes incidences de radiographie standard. Deuxième examen disponible dans l'urgence, c'est l'échographie. Donc l'échographie, comme on le sait très bien, c'est un examen simple, reproductible,
peu coûteux, mais c'est un examen qui reste opérateur dépendant. Il va nous permettre d'avoir une idée globale sur la cavité abdominale, donc en étudiant les organes pleins, le foie, la rate, les reins et le pancréas. Il va permettre également d'étudier la paroi des anses digestives à la recherche d'un épaississement, d'une invagination. Et puis, il va nous permettre également de rechercher un épanchement péritonéal qui soit liquidien pur ou hématique ou purulent. La présence de collections d'abcès intra-abdominaux, la recherche de masse abdominale et bien sûr l'étude Doppler va aider pour étudier les différents vaisseaux accessibles à cet examen échographique. Troisième méthode d'exploration, c'est le scanner, la tomodensitométrie, qui permet elle, de faire un examen complet de la cavité abdominopelvienne en étudiant aussi bien les organes pleins que les organes creux. Les indications du scanner en urgence sont très larges. Ça va du traumatisme jusqu'aux occlusions, jusqu'aux ischémies. Donc toute la pathologie est accessible au scanner. Donc c'est un très bon moyen pour rechercher les anomalies dans le cadre d'un abdomen aigu. Si vous avez un exemple d'un traumatisme abdominal où on voit clairement des fractures de la rate, donc avec un épanchement périsplénique, donc très bien identifié sur ces coupes. Les opacifications digestives, comme je l'ai dit au tout début, donc ce sont des examens qui ne sont pas du tout systématiques, qu'on va réaliser exceptionnellement dans l'urgence, en fonction bien sûr du tableau clinique et des résultats de l'ASP. Ils ont encore un intérêt peut-être chez les nourrissons dans un but plutôt thérapeutique, notamment pour désinvaginer une invagination intestinale aiguë. Alors, on commence par tout ce qui est pathologique. Donc, d'abord, les épanchements intrapéritonéaux, donc qui peuvent être seuls, mais qui peuvent également accompagner les autres pathologies dans le cadre de l'urgence. D'abord, l'épanchement gazeux. Donc là, le diagnostic radiologique, il est très simple. Il est fait par la recherche d'un pneumopéritoine, c'est-à-dire la présence d'air dans le péritoine, qui va le plus souvent traduire une perforation digestive, que ça soit donc un ulcère ou un diverticule ou autre. Donc, le plus fréquent, c'est les péritonites par perforation d'ulcères gastriques. Alors, sur le plan sémiologique, on va réaliser donc un examen d'ASP de face debout ou une radiographie thoracique, donc en étudiant les bases pulmonaires. Donc, on va identifier ce croissant clair sous-diaphragmatique, donc qu'il soit droit ou gauche ou bilatéral. Donc, ce croissant clair va permettre de poser le diagnostic de pneumopéritoine et donc devra faire rechercher la cause derrière. Voici donc ici un pneumopéritoine de faible abondance. Les petits pneumopéritoines sont très bien explorés par le scanner, qui peuvent parfois passer inaperçus sur la radiographie. L'échographie, il faut savoir qu'elle est très peu utile pour la recherche de ces épanchements de faible abondance. Pour les épanchements liquidiens, là, l'échographie, elle est très intéressante et d'ailleurs, elle permet de poser le diagnostic. L'ASP n'est pas du tout utile, on ne peut pas identifier l'épanchement péritonéal sur l'ASP. Alors, l'épanchement liquidien, c'est quoi? C'est la présence de liquide dans l'espace péritonéal des clives. On peut le retrouver soit au niveau de l'espace de Morisson, c'est-à-dire c'est l'espace interhépatorénal, comme c'est le cas ici. Vous voyez du liquide qui s'interpose entre le foie et le rein droit. On peut également l'objectiver au niveau du cul-de-sac de Douglas qui constitue une zone d'équilibre. Là encore, on voit que l'épanchement qui est anéchogène entoure l'utérus, comme ce qu'on peut le voir et l'identifier au niveau des gouttières paritocoliques en périhépatique ou en périsplénique. Donc cet épanchement, il peut avoir une échogénicité qui est différente en fonction de sa cause. Il peut être anéchogène, c'est-à-dire vraiment noir, comme vous le voyez ici. Il est anéchogène quand c'est un épanchement liquidien qui est pur. Il peut être le siège de fin écho à l'intérieur quand il s'agit de sang ou de pus. L'essentiel, c'est qu'il va falloir rechercher une cause à cet épanchement, donc notamment une cause inflammatoire, infectieuse ou traumatique, donc pouvant expliquer cet épanchement.
Qu'en est-il pour le scanner? Donc le scanner aussi permet d'identifier l'épanchement liquidien intrapéritonéal, quelle que soit sa localisation, que ce soit en périhépatique, périsplénique, en sous-hépatique ou au niveau du nourrisson. Là encore, la densité du liquide peut orienter vers sa nature, c'est-à-dire si c'est une densité liquidienne pure, comme c'est le cas ici, donc il peut s'agir d'un liquide pur, ou alors la densité quand elle est élevée, ça peut s'agir soit d'un épanchement de nature hématique, de nature chileuse ou de nature purulente. Là, vous voyez que la densité elle est plus élevée sur cette image par rapport à celle-ci. Donc ça, c'était pour les épanchements. On passe au deuxième chapitre, et non pas des moindres, qui est les occlusions intestinales. Donc qu'est-ce que c'est qu'une occlusion intestinale? C'est l'interruption du transit intestinal liée à une anomalie soit de la paroi du tube digestif, soit de son contenu ou de son environnement par une compression extrinsèque. Les occlusions intestinales constituent à peu près 10% des abdomens aigus. Le diagnostic, il est clinique. Donc, il faudra rechercher dans les antécédents la notion de chirurgie ou de néoplasie chez le patient. L'interrogatoire permettra de rechercher les trois signes euh, permettant de poser le diagnostic de l'occlusion, c'est-à-dire la douleur abdominale et la distension abdominale, les vomissements et l'arrêt des matières et des gaz. L'examen clinique doit être complet, notamment à la recherche d'un processus rectal. Donc le toucher rectal est indispensable, ainsi que la palpation des orifices herniaires qui peut d'ores et déjà orienter vers l'étiologie de cette occlusion. Alors, où intervient l'imagerie? L'imagerie est très intéressante et importante pour le diagnostic et l'évaluation de l'occlusion. Tout d'abord, l'ASP reste l'examen de première intention. On va le réaliser par les différentes incidences qu'on a vues au début, c'est-à-dire un ASP de face position debout, quand patient le peut, un ASP qui est centré sur ou alors un cliché thoracique centré sur les coupoles diaphragmatiques, un cliché d'ASP de face en position couchée rayon vertical ou un cliché d'ASP patient décubitus latéral avec un rayon horizontal. Donc les résultats de l'ASP, c'est de rechercher la répartition de l'air dans les anses digestives et c'est de rechercher aussi la présence d'un épanchement gazeux, donc la présence d'un pneumopéritoine. Et surtout, l'intérêt de l'ASP, c'est de rechercher les niveaux hydroaériques. Il faudra en étudier la forme, le nombre et la répartition, ce qui va bien sûr orienter vers la cause. L'échographie en matière d'occlusion, elle est souvent limitée parce qu'elle est gênée par les gaz digestifs des anses dilatées, mais son intérêt reste surtout quand il s'agit d'occlusion fonctionnelle. On va rechercher donc l'étiologie à cette occlusion. Le scanner, donc c'est un examen de choix, il va être réalisé sans et après injection de produits de contraste. Le scanner va permettre le diagnostic de mécanisme de l'occlusion, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une occlusion organique, donc mécanique, obstructive ou par strangulation, ou alors est-ce qu'il s'agit d'un mécanisme fonctionnel, donc paralytique, dont on verra les détails plus tard. Le scanner permettra aussi de faire le diagnostic topographique de l'occlusion. Est-ce que c'est une occlusion du grêle? Est-ce que c'est une occlusion du côlon? Et bien sûr, l'étiologie va en découler. L'étiologie sera également identifiable sur le scanner. Et puis surtout, le scanner permettra, dans le cadre des occlusions, de faire le diagnostic des complications et de gravité, donc chose très importante dans la prise en charge des occlusions intestinales. Voici des exemples de mécanismes des occlusions. Comme on a dit, il peut s'agir d'occlusions organiques ou fonctionnelles. S'il s'agit d'une occlusion organique, on peut avoir soit un mécanisme d'obstruction luminale, soit un mécanisme de strangulation. Alors l'obstruction, ça se concerne essentiellement les tumeurs ou les corps étrangers qui vont obstruer la lumière, donc il y aura une occlusion derrière.
La strangulation, c'est une urgence vitale qu'il faut éliminer vu la gravité qui peut en découler. Généralement, c'est l'occlusion par volvulus, notamment sur le côlon, ou les brides quand il s'agit d'une occlusion du grêle. Le deuxième mécanisme possible des occlusions, c'est les occlusions fonctionnelles paralytiques, dont on verra les étiologies plus tard. Alors, concernant les occlusions organiques, donc le diagnostic positif, il est fait sur l'ASP, l'échographie, mais surtout le scanner. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de visualiser la zone où on a l'obstacle et voir le retentissement en amont et en aval de l'obstacle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand on a un obstacle, à la progression du transit intestinal, en amont de l'obstacle, on aura une distension hydroaérique. Il y a bien sûr l'accumulation d'air, il y a l'accumulation de liquide. Donc, il faudra, sur les moyens d'imagerie, préciser le nombre et la topographie des niveaux hydroaériques, ce qui va permettre d'orienter. Alors, si la distension liquidienne est exclusive, c'est-à-dire on a beaucoup de liquide au sein de l'anse en amont de l'obstacle, on risque d'avoir un ASP opaque et ça peut être faussement trompeur alors qu'il s'agit véritablement d'une occlusion grave. Donc en amont, on a une distension hydroaérique. En aval de l'obstacle, on n'a pas de distension. Le tube digestif, il est collabé, il est plat. Et bien sûr, ce qu'il faut rechercher, c'est le niveau de l'obstacle, c'est-à-dire c'est la zone de transition entre la distension hydroaérique et le côlon plat. Donc c'est cette disparité de calibre entre les deux zones qui va nous orienter vers le siège exact de l'obstacle. Le diagnostic topographique, donc ça aussi, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Ça va être fait sur l'ASP et le scanner par la répartition des niveaux hydroaériques. Alors, c'est-à-dire que quand on aura une occlusion grélique haute, ça veut dire que le reste du grêle et du côlon seront plats et la distension va se faire en amont. Quand il s'agit d'une occlusion grélique basse ou sécale, donc iléale ou sécale, on aura une distension du grêle alors que tout le côlon sera plat. Quand il y aura une occlusion du côlon droit, on aura une distension sécale et grélique alors que le côlon en aval, là encore, sera complètement collabé. Et quand il s'agira d'une occlusion du côlon gauche ou une occlusion du rectum, c'est-à-dire qu'il y aura une distension globale aussi bien du côlon que du grêle. Donc là, bien entendu, on sera orienté en fonction de la répartition de la distension et des niveaux hydroaériques. Alors, sur le cliché d'ASP, donc, comme on vient de le dire, il faut analyser les niveaux hydroaériques pour orienter le siège exact. Donc, quand il s'agit d'occlusion du grêle, on va avoir des niveaux hydroaériques qui vont concerner le grêle, c'est-à-dire c'est en amont de l'obstacle. On aura des niveaux hydroaériques qui sont centraux, multiples, qui sont plus hauts que larges. Donc là, vous voyez sur le schéma de multiples niveaux hydroaériques centrés. D'accord? Donc là, ça retrace un peu le grêle. Ils sont plus larges que hauts. Et bien sûr, si on est sur le cliché couché, on va pouvoir identifier le signe qui est le plus pertinent, c'est-à-dire le plissement de la muqueuse. Et là, on va rechercher les valvules connivantes qui correspondent à des bandes radio-opaques occupant la totalité de la largeur de l'anse. Donc là aussi, centrale, ce qui va orienter vers la nature grélique de l'obstacle. Concernant l'occlusion colique, on vient de le dire, donc si par exemple c'est le côlon gauche, ça veut dire qu'on aura une distension de tout le cadre colique, ce sont des niveaux hydroaériques qui seront plutôt périphériques, en cadre, plus haut que large, et bien entendu, si on réalise le cliché couché, on va pouvoir identifier le plissement de la muqueuse avec l'identification des ostrations coliques, ce qui permettra de différencier les deux. Bien sûr, on peut avoir l'association des deux dans les occlusions basses ou graves où on aura aussi bien la distension du côlon que du grêle.
Voici sur des clichés radiographiques, vous voyez ici une occlusion grélique avec des niveaux hydroaériques qui sont centraux, qui sont plus larges que hauts, et ici une occlusion colique avec des niveaux hydroaériques périphériques plus hauts que larges. Vous voyez ici les niveaux donc horizontaux qui correspondent au niveau hydroaérique. Alors, on arrive au chapitre des étiologies. On a dit que l'imagerie participait au diagnostic étiologique des occlusions, mais surtout, c'est le scanner qui permettra de faire le point. Alors, les causes des occlusions gréliques sont nombreuses, les plus fréquentes étant les occlusions sur bride. Donc là, il est très important de rechercher l'antécédent de chirurgie chez le patient. Les hernies étranglées, là aussi, l'examen systématique des orifices hernières est très important. Il ne faut pas passer à côté, sauf bien sûr pour les cas difficiles à identifier cliniquement. L'iléus biliaire, donc ça correspond à la présence de calcul qui va obstruer une anse digestive avec associé à une aérobilie, donc après le passage du calcul dans le tube digestif. Quatrième étiologie, donc il y a les invaginations intestinales aiguës. On a vu que c'était fréquent chez le nourrisson et qu'on pouvait céder des opacifications digestives pour le traitement. Il faut savoir qu'elles sont primitives chez les nourrissons, mais qu'elles sont souvent secondaires chez l'adulte. Donc quand on suspecte une invagination intestinale aiguë chez l'adulte, il faut toujours rechercher une étiologie sous-jacente. Il peut s'agir soit d'une tumeur bénigne, soit d'une adénopathie dans le cadre d'un lymphome ou autre, donc toujours s'acharner à rechercher une étiologie secondaire. Les tumeurs gréliques, là encore, qui peuvent obstruer la lumière, être responsables de l'occlusion, la carcinose péritonéale ou la maladie de Crohn qui peut être responsable d'une sténose grélique et donc d'une occlusion en amont. Quelques exemples pratiques. Donc, on a ici une occlusion intestinale grélique sur une hernie inguinale droite étranglée qui était méconnue à l'examen clinique. Donc là, vous voyez l'hernie inguinale avec épaississement digestif en sens sain et des signes donc de souffrance digestive. Remarquez ici les niveaux hydroaériques gréliques qu'on arrive à objectiver sur le scanner. Voici un autre exemple chez une jeune femme qui présentait donc un syndrome occlusif. L'échographie a objectivé déjà une invagination intestinale aiguë. Donc on a dit que chez l'adulte, il faudra rechercher une cause sous-jacente. C'était le cas chez cette patiente qui présentait un polype pédiculé avec une polypose iléale en amont. Donc on remarquait la dilatation, la distension des anses en amont de l'invagination. Vous avez ici donc l'invagination intestinale avec le polype au sein de cette invagination. Notre exemple ici, donc c'était une patiente de 70 ans qui se présentait pour un syndrome occlusif. Donc le scanner a permis d'objectiver donc un épaississement tumoral sténosant de la dernière anse iléale. L'histologie a permis de confirmer le diagnostic de carcinome endocrine. Voici une autre patiente suivie pour un adénocarcinome vésiculaire. Elle s'est présentée dans un tableau occlusif. Le scanner donc, a permis d'objectiver des niveaux hydroaériques gréliques avec un épaississement péritonéal diffus avec également un épanchement épais faisant un scalloping sur le foie, donc témoignant d'une carcinose péritonéale liée à sa tumeur vésiculaire, donc l'une des étiologies possibles de l'occlusion grélique. Donc on passe aux étiologies des occlusions coliques. Donc comme première étiologie qu'il faut retenir, et c'est la plus fréquente, c'est le cancer du côlon, quelle que soit sa localisation. Donc deuxième étiologie possible étant le volvulus du sigmoïde. Donc là le diagnostic il est purement radiologique. Il est important de connaître les signes sémiologiques du volvulus. Alors sur l'ASP, ça donne l'aspect d'image en arceau ou en grain de café du sigmoïde avec un rectum qui est généralement vide. Le lavement parité, s'il est réalisé, bien que très peu d'intérêt
aujourd'hui, donnera l'image d'arrêt en bec d'oiseau et le scanner, bien sûr, permettra de confirmer le diagnostic à la recherche, bien sûr en recherchant le signe du tourbillon. D'autres étiologies possibles de l'occlusion colique, mais beaucoup plus rares, c'est le volvulus sécal. Et là, on a déjà sur l'ASP l'absence de granité sécale qui va être déplacée vers la région de l'hypochondre gauche au lieu de la fosse iliaque droite. Voici des exemples ici d'occlusion colique remarquée sur l'ASP. Donc, vous voyez qu'il s'agit de niveau hydroaérique plus haut que large, de distribution périphérique. Donc, le côlon en aval et le rectum sont vides. Le scanner permet là aussi de confirmer cette distension, regarder les niveaux hydroaériques objectivés sur le scanner et on voit ici la zone transitionnelle entre le côlon distendu et le côlon plat. Donc et là, c'est la cause, on voit l'épaississement tumoral du côlon gauche. D'autres exemples, toujours un épaississement tumoral et sténosant de la charnière rectosigmoïdienne. Donc on voit ici, c'est épaissi, ça infiltre et on a une distension donc colique en amont. Toujours la pathologie tumorale, on voit donc ici une importante distension colique en amont d'un épaississement sténosant du côlon gauche et le scanner bien sûr a permis de faire le bilan d'extension en même temps donc et en visualisant les métastases hépatiques dans ce cas-là. Voici l'aspect du volvulus du sigmoïde. Donc là, l'occlusion par strangulation. Vous voyez donc là le principe. On a donc cet aspect de double jambage qu'on va retrouver sur la radiographie, le double jambage du côlon avec cette ligne dense qui sépare les deux, donnant l'aspect en grain de café avec un rectum qui est complètement vide. Sur l'opacification, si on réalise un lavement barité, on va voir la progression de la barite jusqu'au niveau de la zone de volvulus avec un aspect en bec d'oiseau caractéristique du volvulus. Un exemple également donc en ASP en scanner, donc on avait des niveaux hydroaériques coliques avec une image en grain de café et le diagnostic a été confirmé sur le scanner donc grâce à la visualisation du Wild sign ou l'image du tourbillon qui est agrandi ici. Vous voyez donc l'aspect donc de ce signe en voyant donc le roulement des vaisseaux et de la graisse mésentérique. Alors, on arrive au diagnostic de gravité. On a dit que l'imagerie et surtout le scanner permettaient de faire le diagnostic de gravité et l'évaluation pronostique de ces occlusions. Donc, d'abord, elle se fait bien sûr par la clinique et la biologie, à la recherche de signes de déshydratation intense, mais l'imagerie, elle a également des signes qui peuvent orienter vers la gravité de la situation. Tout d'abord, il faudra rechercher des signes d'ischémie intestinale, donc il faut étudier la paroi des anses intestinales qui au début épaissit mais qui peut s'amincir donc dans les stades tardifs. La recherche d'une pneumatose, donc d'air dans la paroi digestive avec une infiltration de la graisse péritonéale et bien sûr la présence d'un épanchement liquidien. L'ischémie peut aller donc jusqu'à la gangrène et jusqu'à la perforation avec péritonite surinfectée. Voilà des exemples. On a donc une occlusion sur bride qui a été confirmée en péropératoire avec des signes de souffrance pariétale. Remarquez donc l'amincissement des anses digestives et surtout la présence de pneumatose au niveau de la paroi colique. C'est un autre exemple. Donc, il s'agissait d'un jeune de 18 ans qui présentait un syndrome occlusif à la suite d'une morsure de scorpion. Le petit jeune a présenté un infarctus de l'artère mésentérique inférieure avec compliqué de pneumatose pariétale. Regardez donc là la paroi qui est silhouettée par l'air. Donc, le patient était décédé à la suite de cette atteinte.
Donc, on a passé en revue les différentes étapes de réalisation d'examens d'imagerie dans la prise en charge d'un syndrome occlusif organique. On va voir quel est son apport dans les occlusions fonctionnelles. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une occlusion fonctionnelle? C'est l'atteinte de la motricité intestinale d'origine réflexe. Donc, c'est un ileus réflexe ou paralytique, mais il n'y a pas d'obstacle véritable sur le tube digestif. Alors, sur l'ASP, c'est une distension gazeuse qui est généralisée, qui peut intéresser aussi bien l'estomac que le grêle, que le côlon, jusqu'au rectum. Donc, l'atteinte, elle est diffuse, elle est régulière. Parfois, on peut aussi avoir des niveaux hydroaériques qui sont diffus. Donc, comme c'est le cas ici, vous voyez une distension intestinale diffuse et régulière. L'échographie, quand elle est réalisée, permettra d'identifier l'absence de péristaltisme intestinal et souvent elle va être utile pour rechercher une étiologie à cette occlusion fonctionnelle. Les étiologies, bien sûr, sont nombreuses. Il y a les causes réflexes, il y a les causes inflammatoires. Réflexes, c'est-à-dire à la suite d'une chirurgie récente ou lors d'un traumatisme abdominal ou de colique néphrétique ou douleur abdominale intense. Les causes inflammatoires, donc ces occlusions peuvent accompagner les pancréatites aiguës, les appendicites, les cholécystites, diverticulites ou autres. Donc, on a fini avec les occlusions, donc on va passer aux autres étiologies et causes de l'abdomen aigu non traumatique. Donc on va les passer en revue rapidement parce que vous aurez l'occasion de voir chaque pathologie à part, donc dans son chapitre correspondant. Donc il y a bien sûr la pathologie inflammatoire et infectieuse digestive, la pathologie urogénitale, vasculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi bien l'échographie que le scanner sont intéressants dans la prise en charge de cet abdomen aigu. Alors pour la pathologie inflammatoire et infectieuse digestive, donc soit qu'il peut s'agir d'une pancréatite aiguë, là on a déjà vu le chapitre sur le pancréas et l'apport de l'imagerie dans le cadre de la pancréatite aiguë, la cholécystite aiguë, l'angiocolite, la diverticulite ou l'appendicite. Donc tous les autres chapitres vont être vus, on va s'arrêter un moment sur l'appendicite aiguë pour la détailler. Donc c'est une pathologie qui est très fréquente, qui touche essentiellement le sujet jeune. Le diagnostic, il est porté par la clinique et la biologie. Et bien sûr, l'imagerie est là pour écarter les diagnostics différentiels et pour apporter des éléments pouvant confirmer le diagnostic d'appendicite aiguë et rechercher des complications éventuelles. Donc, comment apparaît l'appendicite en échographie? Donc, on va visualiser un appendice qui est dilaté, généralement au-delà de 6 mm de diamètre, qui a une paroi épaissie, au-delà de 3 mm, non compressible avec la palpation de la sonde, et parfois on peut objectiver un stercolite, c'est-à-dire c'est une calcification hyperéchogène avec un condambre postérieur. Voici l'exemple typique de l'appendicite aiguë sur une coupe axiale et sur une coupe longitudinale. Vous avez l'aspect caractéristique qu'on appelle l'aspect oncocarde. Donc vous voyez la paroi qui est épaissie, l'appendice qui est tuméfié. Sur la coupe longitudinale, c'est l'aspect qu'on appelle en sandwich, où vous voyez donc les différentes parois de l'appendice qui est tuméfié. Alors, le scanner, quand est-ce qu'il est réalisé dans la suspicion d'une appendicite aiguë? Le scanner sera essentiellement réalisé chez les patients obèses, dont l'échographie n'est pas contributive, chez les sujets âgés, parce que c'est un diagnostic qui est moins fréquent et donc il faudra toujours s'acharner à rechercher une pathologie tumorale sous-jacente. Dans les localisations ectopiques, c'est-à-dire surtout la localisation rétrocécale, et là l'échographie elle sera très peu contributive, ou alors dans les formes compliquées de phlegmons, d'abcès ou de perforation, et à chaque fois que l'échographie sera non concluante, qu'on n'a pas assez d'arguments, le scanner sera réalisé pour confirmer le diagnostic. Voici des exemples ici. Donc, c'est un patient de 51 ans. Donc, c'est un sujet, c'est un adulte. Présentait des douleurs avec une masse de la fosse iliaque droite. Donc, déjà à l'échographie, on avait un épaississement
appendiculaire avec une infiltration locale, une petite collection. Le patient a bénéficié d'un scanner qui a confirmé le diagnostic d'appendicite aiguë compliquée d'un phlegmon de voisinage. La pathologie urogénitale, là aussi, c'est l'une des causes possibles de l'abdomen aigu. Il peut s'agir d'une pyélonéphrite aiguë, d'une grossesse extra-utérine, la pathologie gynécologique, donc la torsion d'un kyste de l'ovaire ou une hémorragie intrachystique, ou alors des infections avec des abcès annexiels ou donc ovariens ou utérins. Donc là encore, l'échographie, elle est très utile. Elle permet souvent de porter le diagnostic positif et la cause exacte à cet abdomen aigu. La pathologie vasculaire, donc elle permet l'imagerie, donc permet de faire le diagnostic. C'est essentiellement l'échographie, mais surtout l'angioscanner qui permettra de rechercher la cause à une éventuelle douleur abdominale aiguë avec état de choc. Donc les causes possibles, c'est les anévrismes de l'aorte abdominale compliquées de thrombose ou de rupture, la dissection aortique ou l'ischémie intestino-mésentérique. Voici un exemple d'un anévrisme thrombosé de l'aorte abdominale. Vous voyez donc la distension du diamètre, augmentation du diamètre de l'aorte. Donc là, vous avez la partie circulante et là, vous avez la partie thrombosée au niveau de la paroi. C'est un autre exemple d'un homme de 65 ans qui présentait des douleurs thoraco-abdominales aiguës avec une tension artérielle élevée. Regardez ici, on voit très bien l'atteinte de dissection de l'aorte thoracique descendante et la continuité vers l'abdomen. Alors, on passe à la pathologie traumatique. Là aussi, une des causes de l'abdomen aigu. Les traumatismes abdominaux sont fréquents, là encore, de par les accidents de la voie publique. Il faut rechercher à l'imagerie donc un pneumopéritoine qui va témoigner de la perforation d'un organe creux, ou un hémopéritoine qui va être lié à une lésion viscérale d'un organe plein. Donc l'échographie est le premier abord du patient, va permettre d'objectiver donc un hématome, un épanchement, une contusion. Le scanner viendra confirmer les choses. Donc là vous avez un exemple où on a une atteinte hépatique, donc contusion avec un hématome. Donc on objective sur le scanner la fracture avec l'hématome sous-capsulaire et la contusion intra-hépatique. Donc différentes lésions sont possibles, il peut s'agir de fractures, d'hématomes, de contusions ou de lésions pédiculaires graves. Donc l'imagerie permettra de faire le bilan des lésions. D'autres exemples ici, on a donc un traumatisme abdominal dans le cadre d'un AVP. Vous voyez la contusion hépatique importante, donc dans un aspect hétérogène au foie avec un hémopéritoine bien identifié. Là aussi, une contusion hépatique avec un hématome sur fracture splénique. Donc, le scanner, généralement, permet de faire un très bon bilan lésionnel des lésions post-traumatiques intra-abdominales. C'est un autre exemple d'un traumatisme thoraco-abdominal où on voit une rupture diaphragmatique avec ascension des organes abdominaux en intrathoracique. On voit donc l'estomac avec la sonde gastrique qui est visible en intrathoracique gauche. Donc voilà, pour conclure, il faut savoir que l'imagerie, elle a une place primordiale dans l'approche diagnostique d'un abdomen aigu. Il faut toujours faire une confrontation avec la clinique et la biologie. Les radiographies standards sont utiles à la recherche d'un pneumopéritoine ou de niveau hydroaérique dans le cadre des occlusions. L'échographie et le scanner vont permettre de rechercher des épanchements liquidiens, une pathologie inflammatoire ou infectieuse, faire le bilan étiologique et de gravité des occlusions, rechercher des lésions vasculaires ou faire le diagnostic des lésions post-traumatiques.